Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Réflexion Santé Naturopathie avec Jean-Brice Sivan. L'alimentation cétogène, un aboutissement de mon parcours ou le début d'une nouvelle remise en cause? Dans cette vidéo que certains attendent, je sais, depuis longtemps, je vais vous donner donc mes conclusions, non pas seulement sur mon expérience de ces 6 mois passés en cétogène et aussi celle de ma femme, mais aussi toute mon approche alimentaire, bilan-T, mon regard, mon après avoir pris du recul sur ce que j'ai pu parcourir comme type de régime alimentaire, pour trouver ce qui est vraiment aujourd'hui l'alimentation la plus adaptée à mon fonctionnement. Je présenterai aussi des ajustements que l'on peut faire pour adapter, l'alimentation cétogène, si je devais y retourner à un moment donné, parce que je me suis arrêté il y a 2 mois, mais ce ne dit pas que je ne vais pas y revenir à un moment donné. Et je vais vous présenter donc cette vidéo en 2 parties. Une partie pour bien présenter mon cheminement jusqu'à aujourd'hui et puis une deuxième partie où je vous donnerai plus de détails sur mes ressentis, mes adaptations cétogènes, mes ajustements, tout ce qu'on doit savoir quand on fait, ce type d'alimentation-là avec un certain recul. Alors, aujourd'hui, je ne pense plus qu'il faille faire de débat sur ce qui pourrait être l'alimentation spécifique humaine. Il y a eu beaucoup de débats autour de ça, même dans mes vidéos. En fait, ce débat, sur l'alimentation spécifique humaine, de toute façon, elle ne correspondrait pas, cette alimentation, aux besoins de chacun, aux particularités de chacun. Il y a trop de disparités génétiques, climatiques, de besoins différents et ce débat n'est plus d'actualité pour moi. Aujourd'hui, l'homme pour moi, est un omnivore à dominante carnivore. Tout le prouve dans sa physiologie humaine, que ce soit le niveau d'acidité de son estomac qui est inférieur à 2, donc très acide pour permettre de digérer des quantités importantes de protéines, la petite taille de son côlon qui fait qu'on n'est pas fait pour fermenter beaucoup de fibres, la grande taille de son intestin grêle qui permet d'assimiler de bonnes quantités de nutriments en amont. L'espèce humaine possède aussi une grande sensibilité à l'insuline. Ce trait se retrouve systématiquement chez les animaux carnivores, comme la longueur de leur intestin grêle. Nous sommes génétiquement conçus pour répondre à l'insuline en transformant l'énergie en lipides et en la stockant en réserve afin d'affronter des périodes de jeûne qui surviennent en cas de chasse infructueuse. Alors notre espèce présente aussi des morphologies, des adipocytes typiques des carnivores et cela malgré le fait que nous descendions, à la base de primates, hein, omnivores, hypervégétariens. Mais, beaucoup de choses se sont mis en place, des pressions génétiques pour arriver à ce que nous sommes aujourd'hui. On a aussi une articulation de l'épaule qui est faite pour le lancer, le jet, qui a favorisé la chasse, l'autodéfense et on n'a pas fait ça avec nos dents, hein, bien sûr et tout cela s'est fait au détriment de se mouvoir dans les arbres, ce qui fait que nous sommes vraiment adaptés à la chasse au sol. Alors nous sommes des chasseurs-cueilleurs avec tout de même des capacités à trouver une nourriture végétale, secondairement, quand la chasse est infructueuse, bien sûr. Et il y a des peuples comme des Hadza qui ont été très étudiés par les scientifiques récemment et qui nous montrent que leur niveau de santé, de longévité est très élevé, hein, malgré le fait qu'ils n'aient pas accès à la médecine et ils n'ont aucune maladie de civilisation alors qu'ils consomment et recherchent en priorité, on sait, beaucoup de viande grasse, hein, c'est la première chose qu'ils recherchent, mais lorsque la chasse est infructueuse, ils se rabattent régulièrement sur des tubercules, sur un peu de fruits ou sur du miel et ça veut dire aussi qu'on est fait pour consommer certains glucides. Mais ça ne veut absolument pas dire que l'alimentation cétogène, paléo, low carb, tout ce que vous voulez, est la mieux adaptée à l'homme. On verra que chacune de ces alimentations-là a un intérêt. Alors, notre évolution nous a conduit à une adaptation facilitée pour une alimentation donc omnivore, à dominante carnivore, comme je l'ai dit, mais ce ne veut pas dire que des apports raisonnés de certains nutriments, comme des glucides par exemple, à des moments donnés, ne sont pas compatibles donc avec un bon niveau de santé. C'est du moins ce que j'en ai conclu. Attention, on ne peut pas faire un petit peu de l'un ou un petit peu de l'autre. On verra que c'est soit l'un, soit l'autre, c'est-à-dire du cétogène strict ou du low carb, mais on ne peut pas être dans un entre-deux. Alors attention à la confusion sur cette évolution de l'homme. L'homme a évolué depuis 7 millions d'années en se séparant des primates, singes, etc. Notre morphologie, système digestif, tout ça a évolué, comme je vous l'ai dit, pour être ce qu'elle est aujourd'hui. Et il faut à peu près, selon les généticiens, 40 000 ans pour observer des évolutions génétiques significatives.
Donc, s'il devait y avoir un modèle de référence pour l'homme, ce serait l'homme du paléo, il y a 20 000, 30 000 ans, tel qu'il était. Et si nous naissions un bébé qui naîtrait aujourd'hui chez nous, placé dans une famille du paléo, il survivrait très bien et s'adapterait parfaitement avec sa génétique. Donc, on va regarder comment nos ancêtres vivaient et ce pourquoi nous sommes faits biologiquement. Tout ça n'est plus un débat, on connaît à peu près les aliments de base spécifiques humains. Sauf que quand on regarde la réalité, on s'aperçoit que nous avons tout de même des disparités génétiques individuelles. On ne peut pas prendre un modèle, l'homme du paléo, comme référence aujourd'hui pour tout le monde. Depuis en plus 10 000 ans, avec l'avènement de l'agriculture, puis il y a 8 000 ans de l'élevage à peu près, certaines petites adaptations génétiques se sont mises en place. Et on n'est pas exactement comme il y a 8 000 ans, 10 000 ans, 20 000 ans. C'est pas vrai. Quand depuis 5 000 ans, on a basé notre alimentation dans les pays du Nord, les Scandinaves, sur l'élevage, les laitages et la viande, eh bien, les adaptations ne sont pas tout à fait les mêmes que les peuples qui sont restés en Asie, qui sont restés très végétariens toute leur existence. Donc, ma démarche, au-delà des considérations évolutionnistes, c'est d'expérimenter pour répondre à une question simple. Quelle alimentation aujourd'hui va m'apporter une santé optimale sans nuire à ma santé de demain? Attention, hein, c'est facile d'être en bonne santé à peu près à 30, 40, 50 ans, et puis à 60, 70 ans, c'est l'heure de vérité, hein. Donc je pense donc ici, euh, je parle donc ici d'une alimentation qui soit individualisée, après un parcours de plus de 30 ans qui m'a conduit à expérimenter de nombreux modes alimentaires, hein, que ce soit du végétarisme au crudivorisme, l'alimentation dissociée avec ou sans céréales, le paléo, puis aujourd'hui le cétogène. Tout ça m'a permis de vous donner certaines conclusions, mais principalement là sur le cétogène, que je viens de passer, donc 6 mois de cétogène strict, dans le respect vraiment des macros, hein, je ne dépassais jamais plus de 10% des apports énergétiques en glucides, 60 à 70, voire 75% des apports énergétiques en graisse, 20-25% en apports protéiques, jamais au-dessus toujours de 25-30 grammes de glucides par jour. La plupart du temps, c'était 20 grammes. Et un cétogène quand même que j'ai voulu garder avec des laitages lait au lait cru, hein, des fromages au lait cru et de la crème au lait cru et du beurre au lait cru, avec bien sûr mesure de mes paramètres sanguins, de mes paramètres métaboliques, de mes capacités physiques à travers certains tests. Puisque pour moi, la santé se mesure non pas uniquement à travers des paramètres, des chiffres sur des analyses sanguines, bien qu'ils soient importants, hein, et j'en parle beaucoup dans mes formations, et je dis que ce sont des indicateurs importants, que ce soit le profil lipidique, glucidique, HbA1c, ou la dose d'insuline, etc., qui circule dans notre corps. Mais il y a aussi des paramètres de performance physique, que ce soit au niveau de notre endurance, de notre force, de notre résistance, de notre souplesse, nos capacités de système nerveux à maintenir des équilibres, notre niveau aussi inflammatoire dans le corps. Tout ça sont des paramètres à englober pour mesurer, estimer notre vitalité du moment. Alors, je suis sorti de CETO il y a 2 mois pour voir aussi les effets d'une reprise après un CETO, voir certains paramètres, comment ils ont évolué. Et sachez juste que je sors là il y a 15 jours d'un jeûne, hein, que j'ai fait pendant 5 jours, que je fais annuellement. Voilà, et j'ai donc fait une reprise en low carb. Mais je vous parlerai de tout ça dans la prochaine vidéo. Alors, pour les conclusions de ce cétogène, peu importe ce que sont mes conclusions, cette immersion a été pour moi très enrichissante, passionnante. J'ai appris beaucoup de choses sur la physiologie, le métabolisme, des choses qui ont évolué depuis que j'ai écrit mon livre il y a 8 ans aussi, hein. J'ai confronté certains points de vue, vous avez vu dans mes vidéos, et j'ai interviewé des personnes qui aussi en sont sorties du cétogène, hein, et où j'ai regardé aussi des personnes qui ont vécu cétogène, qui en sont sorties, mais j'ai surtout pris des informations venant de personnes qui étaient spécialistes du cétogène, même si les personnes qui avaient un regard extérieur, qui n'avaient jamais testé cétogène, pouvaient avoir des arguments que j'ai écoutés. Tout est bon à prendre quand on veut comprendre certains mécanismes et évoluer. Maintenant, j'accorde peut-être un peu moins d'importance à des personnes qui n'ont pas vécu cétogène et qui n'ont pas expérimenté ça plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc attention, mon bilan, même si je vais étayer mes arguments à travers des données scientifiques,
ne peut constituer une vérité valable pour tous. Je ne vous parle ici que de mes ressentis, de mes analyses, de mon expérience à moi. D'autres personnes, comme ma femme par exemple, avec qui j'ai partagé cette expérience pendant 6 mois, n'avons pas du tout eu les mêmes résultats, que ce soit sur le bilan sanguin, sur les ressentis, sur les symptômes observés. Donc, il faut bien comprendre qu'à un moment donné, la génétique a aussi un impact, parce qu'on avait le même mode de vie, hein, strictement le même aujourd'hui pendant 6 mois, et notre génétique a quand même un impact sur notre mode alimentaire et sur nos résultats au niveau santé. Donc on peut déjà poser l'hypothèse que des facteurs génétiques font que nous sommes plus ou moins bien prédisposés au fait de pouvoir consommer plus ou moins de graisse, plus ou moins de glucides, de s'adapter plus ou moins bien à la cétose. Et il y a même des gènes qui sont très bien identifiés, qui objectivent ces capacités-là à métaboliser plus ou moins bien les graisses ou les glucides, par exemple. Au-delà du débat sur les ApoE, hein, ce ne sont qu'un gène parmi tant d'autres. Et je détaille aussi cela dans mes formations. Et je sais aujourd'hui qu'on peut être un très bon brûleur de sucre, comme on peut être un très bon brûleur de graisse, même si on a des adaptations très communes, eh bien, il y a quand même une génétique qui est là, avec des disparités individuelles. Il y a par exemple 1000 gènes impliqués dans l'obésité, une dizaine de gènes qui ont très bien été identifiés, qui vous donnent 40 à 70% de risque d'obésité malgré les facteurs environnementaux. Donc, il ne faut pas nier la génétique, même si aujourd'hui, c'est l'épigénétique et les facteurs environnementaux qui tiennent la barre. Donc, avant de vous livrer tous mes effets du cétogène sur moi pendant 6 mois, je vais quand même vous détailler dans cette première vidéo mon parcours qui m'a mené au cétogène en contextualisant et en vous apportant des informations que j'estime être importantes pour la compréhension de cette expérimentation qui est juste un vécu de cétogène, hein. Rien de fou par rapport à ceux qui ont fait ça déjà depuis des années. Mais je pense que je vais pouvoir vous livrer des informations qui vont intéresser certains qui veulent se lancer dans cette expérience et qui vont devoir le faire avec, on va dire, une certaine prudence, en connaissance de cause. Alors, comme vous savez sans doute, depuis plus de 30 ans que j'ai expérimenté de nombreux modes alimentaires, puisque à la base, ma formation, elle est une formation de naturopathe hygiéniste, que ce soit à travers mon éducation près d'un père hygiéniste ou ma formation Marchesso, chez Marchesso-Rousseau à Paris. C'était de l'hygiénisme avec une alimentation basée sur les végétaux en priorité, même si je n'ai jamais exclu aucun type alimentaire, et en particulier les protéines animales, elles ont toujours au moins eu une petite part dans mon alimentation. Je gardais même parfois un peu de fromage, voilà, mais la dominante végétarienne a été très classique avec céréales, tubercules, fruits, et cetera. Et puis, donc j'ai jamais eu de régime exclusif, voilà. Par contre, j'ai réintroduit les produits animaux il y a un peu plus de 10 ans et la viande en particulier. Parallèlement à ça, j'ai diminué progressivement donc la part des glucides et des légumes, hein, des végétaux, même si j'en ai toujours gardé dans mon alimentation. Et j'ai accompagné donc cette hygiène de vie par de l'hormèse, toujours beaucoup d'exercice physique, de l'exposition au soleil régulièrement dès que je peux, toujours des temps à l'extérieur, au contact des éléments naturels, et cetera. Donc j'ai durant cette période beaucoup travaillé, on va dire, sur la compréhension des maladies de civilisation, des maladies métaboliques. J'ai réalisé beaucoup d'expériences avec des personnes diabétiques. J'ai aussi beaucoup vu ce que faisaient les médecins, les scientifiques outre-Atlantique, puisque les travaux, les nutritionnistes là-bas s'attaquent beaucoup au problème des maladies de civilisation, hein, aux États-Unis, même en Angleterre. Et depuis une vingtaine, trentaine d'années, il y a de gros travaux sur l'obésité, les diabètes et donc toutes les maladies liées au surpoids et on va dire au mode de vie occidental. Maintenant, ce grand courant scientifique trouve des solutions et se porte vraiment sur l'alimentation low carb, le travail pour diminuer la sensibilité à l'insuline, le grand combat de tous les nutritionnistes modernes, puisqu'à la base de toutes les maladies métaboliques se trouve la fameuse résistance à l'insuline, même si c'est un peu plus complexe que ça, on pourrait résumer à ça. Mais attention, j'ai compris une chose importante, et j'en parlerai surtout dans la prochaine vidéo, c'est que le problème n'est pas tant de limiter les fameux pics d'insuline dont on vous parle toujours. On a toujours peur d'avoir des pics de glycémie suivis d'un pic d'insuline, comme on peut l'entendre dans beaucoup de livres ou dans le livre, par exemple, de Jesse Inchauspé, tout pour lisser la glycémie, lisser l'insuline, etc. En réalité, elle ne vous parle pas trop d'insuline, elle, mais le problème, ce n'est pas des pics
d'avoir des pics. D'avoir des pics d'insuline, c'est normal. L'insuline, c'est une hormone importante pour fixer les protéines, pour assimiler, etc. Mais l'hyperinsulinie chronique, c'est le problème de base. C'est le fait que votre insuline soit maintenue à des taux très élevés, trop longtemps, sans avoir de phase de délestage, de déstockage. Et ça impacte fortement une autre hormone qu'on appelle la leptine, qui est la grande régulatrice de la satiété et du métabolisme. Donc, le critère le plus important à retenir, c'est pas le fait d'avoir des pics d'insuline, c'est l'hyperinsulinémie constante, trop élevée, sur plus de 12 heures par jour, sans temps de repos, voire plus de 12 heures. Hein. Quand on mange et on grignote la nuit, eh ben, on a un système qui reste élevé toute la nuit et on n'a pas ce fameux système que j'appelle l'autophagie, qui est très important, qui va être beaucoup, beaucoup plus diminué, beaucoup moins efficace pour le recyclage de nos vieilles structures, de nos vieilles protéines, pour déstocker les graisses, pour oxyder les glucides et les graisses. C'est-à-dire qu'on a besoin de phases d'assimilation et des phases de, entre guillemets, désassimilation et de déstockage. Donc c'est dans ce contexte, moi, que j'ai découvert beaucoup de travaux, écrit mon livre Comment en finir avec les maladies métaboliques et le diabète, donc aux éditions Néo-Santé. Et pendant ces dernières années, hein, j'ai écrit ces livres, tout ça, je suis en train de tout remettre sous forme de vidéo, audio, sous forme de formation, mais avec les progrès de ces dernières années et ce que j'ai pu, moi, vérifier et tester sur moi-même. Donc, dans ce livre, je m'appuyais déjà sur de nombreuses recherches qui montrent ce qui a conduit à la résistance à l'insuline, mettant souvent en cause, vous savez, hein, les produits transformés, bien sûr, l'excès de glucides, de certains glucides plus que d'autres, mais aussi l'augmentation de la consommation de graisses polyinsaturées et non pas de graisses saturées, de graisses trans, de graisses oméga 6, même pas toujours trans, hein, ça peut être des huiles polyinsaturées, première pression à froid, qui envoient des mauvais messages au niveau du cerveau, et puis l'impact du fructose, de l'alimentation moderne, etc. Dans tout ce cheminement, bien sûr, l'alimentation low carb, donc pauvre en sucre, alimentation cétogène, apparaissent comme des modes alimentaires les plus plébiscités dans le monde scientifique anglo-saxon pour s'opposer à la recrudescence des maladies métaboliques. Aujourd'hui, scientifiquement, c'est ce qui est le plus efficace, voilà, et qui a été démontré scientifiquement. Mais attention, quelle alimentation low carb? Quelle forme de cétogène? Moi, je pense qu'on peut faire du cétogène qui peut augmenter certains problèmes. Donc, attention, je ne vais pas plébisciter toutes les formes de cétogène. Donc, dire qu'il faut consommer moins de 30 grammes de glucides par jour et 70% des apports énergétiques venant des graisses pour que tout aille bien, c'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Hein. D'autre part, l'homme est tellement adaptable que l'alimentation cétogène ou low carb n'est sans doute pas la seule voie qui puisse conduire à des améliorations métaboliques. C'est juste une voie que j'ai choisi d'explorer, qui me paraît la plus logique pour moi, comme un aboutissement après tout ce que j'ai mis en place toutes ces années, en étant passé par une alimentation low carb, animal-based, basée sur les produits animaux. Donc, je devais naturellement me tourner vers cette alimentation qui est très proche de celle de nos ancêtres. Je parle des ancêtres depuis 1 million, 2 millions d'années, hein, et pour laquelle des nombreux travaux scientifiques m'ont enthousiasmé, m'ont donné envie vraiment d'aller plus loin. Donc, c'est en associant les travaux de la paléontologie humaine et en comprenant ce qu'avait été le mode de vie durant ces 2 dernières millions d'années, que je comprenais un petit peu mieux l'importance sur le métabolisme d'une alimentation basée sur des apports faibles en glucides, élevés en graisses, saturées, de qualité, mais aussi l'intérêt de limiter les apports de molécules pro-inflammatoires pour notre organisme et perturbatrices pour nos intestins et notre microbiote. Je parle ici plus particulièrement des molécules sécrétées par les végétaux, que nous appelons communément des antinutriments, mais qui sont de réels poisons, hein, pour certaines personnes en particulier, et qui agressent réellement notre intestin et notre système nerveux, notre cerveau. Je parle donc des lectines, je parle d'acides phytiques, des phytates qu'on va trouver dans les végétaux, dans les céréales, dans l'enveloppe, dans la peau des légumes. Je parle des oxalates, etc. et autres substances donc végétales qui sont destinées à protéger la plante de ces agresseurs et d'un environnement, l'agresseur dont nous faisons partie. Donc j'ai aussi appris à comprendre qu'un excès de fibres peut être générateur de troubles intestinaux. Hein. Il y a trop de fermentation, on n'est pas fait pour ça, on n'a pas l'intestin conçu pour ça.
Alors pour vérifier tout ça, bien sûr, j'ai essayé d'être le plus objectif possible, de le tester d'abord sur moi, d'écouter ce que me disent les gens autour, bien sûr, et puis j'ai choisi d'expérimenter du cétogène qui, progressivement est devenu, quelque chose de très carnivore, hein, même si j'ai toujours gardé un minimum de végétaux dans mon alimentation, je les ai drastiquement quand même réduits. La difficulté pour moi était d'observer les symptômes et de pouvoir les, répercuter, de les analyser tous les 2, 3 mois, à travers donc des analyses, sanguines, mais aussi à travers donc des tests physiques, hein. Il faut bien comprendre que, je me testais sur mon vélo, je me testais sur mes entraînements de foot, je me testais sous des barres de musculation pour mesurer ma force. Bien sûr, j'ai observé mes niveaux inflammatoires de mes articulations, comment ça évoluait. Cette expérience, comme toutes les approches alimentaires d'ailleurs que j'ai pu vivre, m'a confronté à certaines réalités et m'ont permis de m'interroger, d'aller plus loin dans la compréhension de la physiologie humaine, ça je vous l'ai expliqué. Mais tous les mécanismes qui président à notre santé nous renvoient à une chose importante qu'il faut comprendre, c'est la complexité humaine et se dire qu'on n'aura jamais accès à toute cette complexité. Donc il est essentiel de ne pas rester trop superficiel, c'est sûr, et surtout pas trop réducteur, et bien garder une vision globale de tout ce qui se passe, aussi bien dans le monde, hein, dans l'observation des peuples qui sont autour de nous et qui ne mangent pas la même chose que nous, avec leur génétique certes et leur environnement certes, mais euh, nous ne sommes pas le peuple référent, il faut bien comprendre ça. Et puis comment vivaient aussi nos tribus ancestrales, la paléontologie, sans rentrer dans du réductionnisme et en comparant, bien sûr, simplement de façon basique, l'homme à un primate végétalien, crudivore, frugivore, ou lui dire que c'est un simple carnivore. Pas du tout. On est des omnivores capables de s'adapter, mais à l'intérieur d'un même peuple, de même génétique, on va encore avoir des disparités. Alors, un exemple de réductionnisme vient parfois de personnes qui prétendent s'appuyer sur la science, sur l'interprétation de risques, de chiffres, de statistiques, qui vous argumentent avec de belles choses. Et on s'aperçoit que quand on va titiller un petit peu, quand on va chercher à travers des arguments, des comparaisons, eh bien, des défenseurs aussi érudits dans le domaine du cétogène que d'autres domaines, peuvent avoir parfois des réponses, moi, qui ne sont pas suffisantes. Par exemple, lorsque je pose la question à certaines personnes sur le fait que quand on vit dans des blue zones, quand on vit donc dans des peuples qui vivent longtemps, hein, qui ont une très grande longévité, la plus grande sur Terre, et qu'on compare leur mode de vie et surtout leur mode alimentaire, et on s'aperçoit qu'ils ne consomment pas trop de produits carnés, ils ne sont pas du tout en cétogène, eh bien on me répond que la viande n'est pas un problème et qu'elle est même un facteur de longévité parce que à Singapour, qui est aujourd'hui, avec Macao, par exemple, des villes comme ça, des grands secteurs urbains, les endroits du monde où on vit le plus longtemps. Et ce sont les endroits où on mange le plus de viande au monde. Donc, on a la plus grande consommation par habitant. C'est une corrélation, hein, et corrélation ne signifie pas du tout preuve. C'est une réponse très réductionniste. C'est comme si je disais, voilà, les cancers du sein ont explosé dans les années 50, 60 en France. C'est le moment où les soutiens-gorge se sont généralisés dans la population féminine. Donc, le soutien-gorge crée le cancer. Donc, attention à ne pas faire ce type de corrélation. Ce ne sont absolument pas des preuves de longévité. La viande ne rend pas plus vieux. Par contre, ça veut peut-être dire que la viande n'est pas un problème pour la longévité. Ça, c'est un argument recevable. Mais dire que la viande est consommée dans les pays où on vit longtemps et il y a une grande longévité, donc c'est la viande qui crée la longévité, ça ne veut strictement rien dire, puisque de toute façon, quand on compare tous ces peuples, les scientifiques vous disent que les peuples et les facteurs de longévité ne sont pas des facteurs liés à l'alimentation essentiellement. C'est-à-dire que le facteur alimentaire n'arrive qu'en quatrième position pour les scientifiques qui travaillent dans ce domaine. On a beau avoir l'avis qu'on veut, c'est les scientifiques qui ont quand même à un moment donné le dernier mot, ceux qui sont restés longtemps sur place, qui ont interrogé, mesuré, analysé toutes ces données-là. Et les facteurs de longévité, ce sont des facteurs sociaux, des facteurs où, quand on rencontre beaucoup de personnes dans une journée, qu'on discute, qu'on évacue du stress, qu'on sait qu'on est rassuré parce que la famille est derrière nous, etc., eh bien, on va vivre longtemps. Et en particulier, lorsqu'on vit en communauté, où tout le monde se connaît, où on est solidaires les uns des autres,
Eh bien, ce sont des facteurs essentiels de la longévité. Maintenant, on peut vivre davantage et mieux peut-être dans des îles, au contact de la mer, des océans, etc. Mais ce ne sont pas des critères les plus importants. Et les critères les plus importants sont les facteurs psychosociaux. L'alimentation reste un facteur de santé important, c'est pour ça que j'y travaille, mais attention à ne pas réduire votre vie, votre santé uniquement autour de l'alimentation, ce serait vraiment dommage. D'autre part, quand les chercheurs dans ces Blue Zones observent ce que mangent ces personnes-là, même sur l'alimentation, le facteur de longévité alimentaire, ils ne sont pas d'accord entre eux. Certains vont vous dire c'est la dominante végétale qui crée la longévité, d'autres ils vont vous dire c'est le fait qu'il y ait beaucoup de polyphénol, d'autres ils vont vous dire c'est le fait qu'ils mangent beaucoup moins que dans le pays auquel ils se trouvent, c'est-à-dire que là, c'est l'apport calorique qui diminue et qui est facteur de longévité. D'autres vont vous dire c'est le fait qu'il y ait proximité avec l'océan et les produits marins. Personne n'est d'accord sur les facteurs de longévité. Par contre, ils sont d'accord sur le fait que ce soit un ensemble de facteurs et de qualité de vie qui se différencient un petit peu de nous, qui a un facteur de longévité. L'expérience cétogène, je ne l'ai pas fait pour la longévité, bien que ça puisse être un outil qui permette de mieux vivre en vieillissant. Ça, je ne le nie absolument pas. Alors, les étapes de cette expérimentation cétogène, par quoi je suis passé? Eh bien, tout simplement, j'ai commencé, vous savez, par beaucoup lire il y a une dizaine d'années et travailler sur les maladies métaboliques. Donc, j'ai dû me documenter. Ensuite, j'ai supprimé, je vous ai expliqué, hein, les glucides de mon alimentation. J'étais pendant un moment en low carb, en supprimant une grande partie des légumineuses, des céréales de mon alimentation. Je gardais un peu de fruits, raisonnablement, bien sûr des légumes, etc. Et puis, il y a 3 ans, pour mes 50 ans, j'ai décidé de faire une expérience d'un semi-marathon en trail avec 900 mètres de dénivelé en mode minimaliste, avec une préparation sans glucides, c'est-à-dire en cétogène. Hein, j'étais à moins de 50 grammes de glucides par jour. Je m'entraînais 3 fois par semaine et je l'ai fait donc pieds nus, sans ravitaillement, à jeun, 21 km en course. Voilà, j'ai fait un très bon temps. Je volais, j'avais une très bonne énergie. Donc, j'avais confiance dans ma capacité à brûler les graisses, je connaissais les métabolismes, ce qui se passait. Et en 2 mois de cétogène, ça m'a suffi. Alors, ce n'était pas du cétogène strict parce que j'étais à 50 grammes de glucides en moyenne. Donc, j'étais en low carb, on va dire. Hein. Et je ne suis pas sûr d'avoir été en céto. À cette époque-là, je n'ai pas vérifié. Je n'avais pas les bandelettes et tout ça, hein, comme aujourd'hui. Donc, j'étais dans un very low carb, mais très adapté pour faire cette performance-là en autonomie. Ça s'est super bien placé. Et puis, ces dernières années, avec l'essor du cétogène, la réapparition de Régis Génisson et ses témoignages, les vidéos de youtubeurs que je suivais depuis des années, comme c'est Cécile de Crescendo Vita, d'ailleurs, qui a arrêté sa chaîne, malheureusement, ou Camarata, puis Jérémy, David Delormevet récemment, et puis Salomé Selouk, etc. Donc, toutes ces personnes qui créent une petite communauté très sympathique là autour du cétogène, je trouve m'ont apporté des éléments qui m'ont en plus donné envie d'aller un peu plus loin. Et donc, je me suis dit que moi aussi, j'allais expérimenter ça. Donc, je savais donc que l'alimentation cétogène avait fait ses preuves, hein, voilà, dans la lutte contre les maladies métaboliques, tout ça. Mais moi, je voulais expérimenter l'effet des cétoses, hein, cet effet magique des cétoses, bien que j'en étais peut-être pas déjà pas trop éloigné. Donc, je suis passé du low carb, avec pas mal de végétaux, à une alimentation beaucoup plus grasse, quand même plus grasse. J'ai rajouté plus de graisse par rapport à mon low carb d'avant. Protéines, ça devait rester à peu près pareil, peut-être un petit peu plus. Et bien sûr, beaucoup, beaucoup moins de glucides, plus de fruits, etc. Et j'ai mesuré donc tous mes paramètres et je vais vous livrer ça donc dans la prochaine vidéo qui va venir d'ici 2-3 jours. Alors, pour finir, j'aimerais vous parler de la rencontre du cétogène et du jeûne. Depuis des dizaines d'années, et moi ça fait 30 ans que je jeûne, que j'encadre des jeûnes. Je pratique le jeûne intermittent occasionnellement, de façon aléatoire, mais je l'ai intégré dans mon mode de vie. J'ai rencontré une certaine résistance chez certains adeptes du cétogène pour le jeûne. Alors je l'ai compris, hein, surtout un jeûne du matin qui n'est pas bien vu parce que on n'envoie pas un signal de stockage le matin, donc on a peur d'avoir une sorte de baisse de métabolisme si on n'a pas ces apports protéiques, ces apports de graisse calorique sur une journée, etc. Alors,
j'ai regardé un petit peu tout ce qui se faisait au niveau scientifique, ce qui avait été étudié et puis, effectivement, il n'y a pas du tout de contre-indication, sauf bien sûr si vous avez un métabolisme dans les chaussettes complet, mais faire occasionnellement du jeûne intermittent, même le matin, à un moment donné où votre taux de cortisol est élevé, vous sécrétez un peu plus d'adrénaline, un peu plus de glucagon, c'est-à-dire vous allez déstocker du glucose un petit peu du corps. Donc vous passez dans un mode, où vous allez apporter de l'énergie à votre corps qui va être de suite utilisé et brûlé. Il n'y a absolument aucune difficulté à faire ça. Votre métabolisme ne chute pas du tout en sautant un repas et en mangeant qu'à 13 heures parce que vous sautez le petit déjeuner. Et au contraire, vous avez des hormones qui vont dans le sens de plus de vigilance, plus d'énergie dans votre muscle pour aller travailler, pour aller chasser comme on le faisait à l'époque. On est exactement dans ce métabolisme du chasseur-cueilleur. Et il ne partait pas toujours le ventre plein, hein. C'est comme ça qu'on faisait. Alors surtout quand on est en cétogène, on a des corps cétoniques en circulation, on a toujours de la nourriture. Alors on déstocke un petit peu de glucose, bien sûr, mais c'est normal. Et on a les hormones bien adaptées. Il n'y a aucune différence. Si on fait un jeûne intermittent le soir avec une augmentation des taux de cortisol et de glucagon, on se remet dans un état et de noradrénaline. Il faut le savoir que quand vous jeûnez, vous faites appel au modèle fuite ou combat, hein, donc c'est un état de stress. Et cet état de stress va réveiller votre organisme au contraire. Donc ce n'est pas le meilleur moyen qui va induire le sommeil pour moi. Pas du tout. Donc moi, je ne suis absolument pas contre le jeûne intermittent. Je ne suis pas forcément pour le pratiquer systématiquement avec tout le monde. D'ailleurs, je l'ai moins pratiqué dans mes phases de céto-adaptation et même pendant mon cétogène. Mais on peut très bien fonctionner avec 2 repas par jour. Qui a dit qu'il fallait faire 3 repas, 4 repas par jour? La cétose, avec la baisse de l'appétit, l'augmentation de la satiété, la régularité de l'énergie, ne pose aucun problème pour faire du jeûne intermittent. Bien au contraire, c'est vraiment 2 techniques qui vont parfaitement ensemble, qui sont bien associées. Alors, il y a des cas particuliers d'hypothyroïdie, on vous dit, mais attention, je n'ai pas constaté dans le jeûne intermittent de baisse de l'activité thyroïdienne, alors que je l'ai constaté en cétogène, je vous en parlerai la semaine prochaine. Et par contre, c'est les gens qui sont hyperthyroïdiens qui, eux, ont besoin de manger régulièrement. Ils brûlent tellement au quotidien qu'il leur faut des apports réguliers de nutriments. Mais peut-être que le cétogène leur convient aussi, voilà, avec des repas plus espacés. Alors, je suis pour alterner des phases de stockage et des phases de déstockage suffisamment longues pour permettre à l'insuline de revenir tranquillement à sa place. Mais attention, parfois, le fait d'avoir une insuline trop basse peut aussi poser des problèmes et c'est ce que j'ai constaté et c'est ce dont je vous parlerai la semaine prochaine. Voilà, le décor est planté. La semaine prochaine, je vais vous livrer donc les avantages et les inconvénients que j'ai eus dans l'alimentation cétogène, ma femme et moi, à travers des analyses, des performances, des sensations, etc. Ce que j'ai observé sur le plan scientifique, c'est-à-dire tous les arguments, les travaux scientifiques qui viennent corroborer mon analyse, hein, les manifestations symptomatiques, tout ça qu'on peut observer dans le cétogène. Nous verrons aussi les ajustements hormonaux qu'on observe en cétogène, les effets que j'ai pu avoir sur ma testostérone, la thyroïde, l'insuline, les ajustements que je ferai si je devais revenir en cétogène à un certain moment et ce que j'ai mis en place un petit peu dans mon retour là, quelle alimentation pour sortir de cétogène, la place du jeûne intermittent, la place des électrolytes dans l'alimentation, et cetera. Tout ça, je vous le donnerai donc dans cette prochaine vidéo, d'ici quelques jours, le temps de faire le montage de la suivante et je vous dirai ce qui me convient le mieux aujourd'hui pour moi, homme de 53 ans, qui veut garder de l'énergie pour faire du sport, qui veut travailler, qui va avoir une énergie constante, régulière, qui va avoir un mental capable de se concentrer plusieurs heures à toute épreuve. Alors, vous souhaitez prendre soin de votre santé, vous prendre en main à partir de connaissances beaucoup plus approfondies, sachez que je suis en train de modifier mon activité, je suis en train de passer de formations en présentiel à des formations que je suis en train de mettre en audio, vidéo pour du distanciel. Voilà. Donc tout ce que j'ai vécu là, je suis en train de le synthétiser depuis 30 ans, en plus de toute mon expérience et on va dire des dizaines de stages que j'ai déjà donc dans une formation que j'appellerai Ancestral Revive, revivre avec le mode ancestral, dans laquelle je condense énormément
de techniques d'hygiène, de réflexion sur l'alimentation, sur le métabolisme, toutes les connaissances de base qu'il faut que vous ayez pour comprendre et aller plus loin. Et bien sûr aussi des autres techniques comme l'hydrothérapie, toutes les techniques hormétiques, l'héliothérapie, voilà. Et puis je garde tous mes stages bien sûr sur le décodage psychobiologique des maladies, sur on va dire les pathologies, leur accompagnement, leur sens, etc., etc. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous donne rendez-vous dans une petite semaine pour le bilan. En attendant, si vous voulez voir un petit peu à quoi ressemblent ces formations, allez sur la chaîne alsacenaturo.com, sur mon site. Et si vous voulez laisser des commentaires, si vous voulez étayer mes réflexions, si vous voulez donner des arguments, faites-le. N'hésitez pas, je suis toujours preneur. Maintenant, tout ça, bien sûr, dans la bonne humeur, la joie et la gaieté. Et n'hésitez pas à me suivre, à m'encourager et à me soutenir. À bientôt.